Bonsoir, merci d'être au rendez-vous du Club Le Figaro International en ce début de 2024. Une année qui s'annonce particulièrement dense, à la fois en raison des multiples tensions sur la scène internationale, mais aussi à cause d'un calendrier électoral pratiquement jamais vu, avec plus de la moitié des habitants de la planète en âge de voter qui vont être appelés aux urnes dans 76 pays. Parmi ces élections, il y en a une qui va nous accaparer dès à présent, puisqu'elle commence la semaine prochaine par une longue série de primaires. C'est bien sûr l'élection américaine. Alors 2024 sera-t-elle l'année du retour de Donald Trump ? Qu'il soit porté au pinacle ou finisse en prison, tout est possible. Il est en tout cas assuré de tenir les feux de la rampe pour une grande partie de l'année. Alors ce soir, nous allons nous pencher sur cet ancien président qui rêve de le redevenir. Sa victoire est-elle assurée à l'investiture républicaine ? Risque-t-il d'être déclaré inéligible par la justice ? Trump 2 serait-il un président incontrôlable ? De ces questions et de beaucoup d'autres, nous discutons sans plus attendre avec mes invités. Anne Toulouse, bonsoir. Bonsoir. Vous avez été longtemps correspondante de RFI, Radio France Internationale aux États-Unis, d'une douzaine d'années, je crois. Et puis vous vivez depuis plus d'une vingtaine d'années entre la France et les États-Unis. Vous êtes d'ailleurs... Plutôt 30 d'ailleurs. Plutôt 30. Vous êtes d'ailleurs maintenant franco-américaine. Et vous avez écrit une série de livres qui font de vous une spécialiste est-trumpisme, en commençant par Dans la tête de Donald Trump en 2016, chez Stock. Bienvenue en Trumpie l'année suivante, 2017, chez Stock également. Et puis alors il y a le dernier qui sort ce mercredi, 10 janvier, L'art de Trumper aux éditions du Rocher. Entre-temps, il y avait eu Wokisme, la France sera-t-elle contaminée en 2022 aux mêmes éditions du Rocher. Laurie Kenton, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes maître de conférences en civilisation anglo-américaine à l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Vous collaborez aussi au Centre d'histoire culturelle des sociétés contemporaines et vous êtes vous aussi l'auteur de nombreux livres sur les États-Unis. J'en cite quelques-uns. La fin du rêve américain en 2017 chez Odile Jacob. Le rêve américain à l'épreuve de Donald Trump en 2020 aux éditions Vendémiaire. Un atlas historique des États-Unis en 2021 aux éditions Autrement. Et puis le dernier, sorti en septembre, qui n'est pas le moins original, Rock and Road Trip, les États-Unis en 1000 chansons de l'Alabama au Wyoming, avec Julien Grosso, un ouvrage hors collection dont la bande-son est aussi disponible sur Spotify, je crois. Exactement. Laure Mandeville, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes grand reporter au Figaro, vous êtes responsable de la page Débat autour du monde, ancienne correspondante à Moscou et à Washington, auteur de plusieurs livres sur la Russie, l'Ukraine et les États-Unis, notamment pour le sujet qui nous occupe ce soir, qui est vraiment Donald Trump en 2016 aux éditions des Équateur, et les révoltés d'Occident, en 2022 aux éditions de l'Observatoire. Vincent Joly, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes grand reporter au Figaro Magazine, pour lequel vous avez effectué de nombreux reportages aux États-Unis, notamment auprès des partisans irréductibles de Donald Trump en Floride, assez récemment, et puis encore plus récemment, un sujet choc sur les ravages de la drogue du zombie à Philadelphie. Alors merci à tous les quatre. Plus de 8 ans après l'apparition de Donald Trump sur la scène politique américaine, est-ce que vous avez compris qui était le personnage de Donald Trump ? Anne Toulouse, est-ce que vous avez une définition simple de Donald Trump, homme politique ? Alors, Donald Trump, homme politique, pour moi, n'existe pratiquement pas, parce que Donald Trump est un homme d'affaires, est une sorte de battleur, est un comédien qui a donc dirigé une entreprise immobilière où il avait tendance, on s'en rend compte aujourd'hui, à vendre des immeubles qui n'étaient pas construits sur des terrains qu'il n'avait pas achetés. Ensuite, il est devenu le patron de Miss Univers. Et il a également et surtout animé une émission qui a eu un succès phénoménal, qui était The Apprentice, et qui le présentait comme une sorte de génie des affaires. Et plus je regarde Donald Trump, et ça fait 8 ans que je fais pratiquement que ça, et même avant je le connaissais dans sa vie précédente, j'ai l'impression qu'en fait le Trumpisme, c'est d'appliquer
ses talents précédents à la vie politique. C'est-à-dire que ça n'est pas Trump qui est devenu présidentiel, c'est la présidence qui est devenue trumpienne. Et donc c'est la même chose, on le voit dans ses manœuvres d'intimidation vis-à-vis du président ukrainien, on le voit dans sa façon de dire tout ce qui lui passe par la tête, et surtout dans ce qu'il dit. Il dit se faire un nom, c'est plus important que faire un business, donc il faut qu'il soit en permanence sur le devant de la scène. Il dit aussi il n'y a pas une mauvaise publicité est meilleure que pas de publicité du tout. Donc vous voyez, c'est une sorte de marketing qui fait, et d'une fuite en avant, qui fait qu'il doit exister en permanence. Il a toujours géré la marque Trump, oui, dans plusieurs domaines, vous l'avez dit, les steaks... Mon livre, c'est branding, c'est d'avoir une image de marque, et l'image de marque Trump, il doit l'incarner tous les jours. Donc je Mais pense il ne s'est pas métamorphosé en personnalité politique, en politicien. Disons que ça l'a validé en quelque sorte, puisque le Trumpisme marche. C'est pour ça d'ailleurs que c'est pour ça qu'on l'imite, puisqu'une partie de mon livre, c'est d'expliquer comment le Trumpisme et sa méthode s'est répandue consciemment ou inconsciemment parmi les autres dirigeants de la planète. Mais en même temps, Donald Trump arrive encore à exister. Nous parlons de lui. Là, tout le monde a écrit un livre sur Trump. C'est notre sujet, et je pense que les gens qui sont là et qui nous écoutent, si on faisait quelque chose, je ne sais pas, sur la macroéconomie américaine, ça aurait moins de succès. Ou même sur d'autres candidats, faites quelque chose sur, je ne sais pas, des candidats très sérieux. On est bien d'accord que le personnage attire la lumière, mais essayons, Laurie Kenton, vous êtes d'accord avec ça? C'est pas un personnage proprement parlé politique, Donald Trump? Au contraire. Même après avoir été président? Au contraire. Il a été élu parce qu'il n'était pas politique, parce que le politique et les politiques sont extraordinairement impopulaires, démocrates comme républicains. Même les chouchous des rédactions comme Nancy Pelosi sont extraordinairement impopulaires. Le plus impopulaire, c'est Mitch McConnell. Ça n'empêche pas d'avoir beaucoup de pouvoir. Mais ça reste des gens qui sont toxiques pour les électeurs. Donc Trump arrive en tant que non politique. Il a un succès parce qu'il n'est pas politique, et il continue à avoir du succès parce qu'il n'est pas comme tous les nains. Mais il n'est pas soluble dans la politique. C'est-à-dire qu'il peut passer 4 ans à la Maison-Blanche, faire campagne. Il n'a aucun sens du politique, et les républicains ont de moins en moins le sens du politique, puisque le compromis est devenu un tabou complet. On l'a vu avec les bisbilles républicaines en 2023. Donc Trump fait des tas de choses en position de politique, mais ça n'est pas un politique. C'est-à-dire qu'il va prendre des décisions, avec plus ou moins de succès. Mais ça n'est pas un politique, au sens où Joe Biden l'est, par contre. Laurent Mandeville, le Trumpisme... Je dirais en fait que le Trumpisme, c'est la rencontre de ce qui est décrit par Anne Toulouse et Laurie Kenton, c'est-à-dire la politique spectacle, un homme qui incarne, disons, à la perfection le grand théâtre de la politique et l'homme de la politique spectacle qui entre en politique, mais c'est surtout la rencontre entre cet homme avec ses foucades, ses folies, ses défauts, ses péchés, son infantilisme, son narcissisme, et une révolte profonde, un séisme en fait, je dirais sociopolitique, qui est en cours depuis des décennies et qui arrive à fruition, enfin on dit en anglais, à maturité, voilà, c'est ça, qui arrive à maturité aux États-Unis et je dirais en Occident, au moment où Trump décide justement de saisir cette opportunité. C'est donc vraiment une rencontre. Là, vous parlez de 2015-2016. Je parle de 2016. On est quand même 8 ans après. Et ce qui est très intéressant, c'est que je pense que Trump a compris instinctivement, même s'il n'est pas un politique au sens classique du terme, il fait de la politique puisqu'il comprend en fait, quel est l'état du pays. Il fait une analyse absolument incroyable et il n'est pas simplement dans le spectacle. Il n'est pas seulement un clown ou le patron, enfin, un faisant du média. Il définit en réalité un projet de révolte, de révolution qui est en phase avec les angoisses et aussi les désirs profonds de la population. Et ce qui est très intéressant, ce que nous montre le fait que 8 ans plus tard, il soit toujours là, c'est que la révolte n'est pas terminée, elle continue à souffler sur l'échiquier politique et en réalité, la colère du peuple américain est plus forte, continue d'être plus forte, vu qu'il est toujours là, que les inquiétudes pourtant colossales et les dégâts, je dirais aussi, qu'il a suscités.
Vincent Joly, quand on approche les partisans de Trump, ils ne font pas ces subtilités. Ils n'ont pas des analyses aussi pointues que nos invités. Pour eux, c'est un chef politique, maintenant. Non, mais après, alors, moi, je ne m'aventurerai pas à dire ce qui est politique ou non. Si politique, c'est séduire la majorité, il l'a fait très bien. En même temps, on pourrait dire que sur un sujet aussi crucial que l'avortement, il a compris, et ça, il l'a compris dès cet été, dès la rentrée, qu'il ne pouvait pas gagner cette élection si l'élection tournait autour de l'avortement. Parce que l'avortement... Il est plus modéré que beaucoup plus que Ron DeSantis, par exemple. Et ça, il l'a, par exemple, compris. Alors, je ne sais pas si on lui a soufflé ou s'il l'a compris tout seul. En même temps, comme on nous a expliqué pendant 4 ans que tout ce qu'on lui soufflait, il ne l'écoutait pas et qu'il en faisait à sa guise, à un moment, il faut choisir qui il est. En tout cas, lui, dans un discours, dès la rentrée, il s'est opposé frontalement à Ron DeSantis en disant non, cette interdiction de l'avortement, c'est beaucoup trop dur, ce sont ses mots, alors que c'est lui qui a nommé à la Cour suprême les juges qui ont annulé Roe v. Wade, qui était la décision qui légalisait l'avortement. Si la politique, c'est être porteur d'un projet, d'un programme même, est-ce que Trump n'a pas fait ce travail-là ? C'est-à-dire que Trump a eu, comme le disait Laure, la chance de... Il a toujours... Ce n'est pas de la chance, parce que c'est un homme qui fait de la politique comme un promoteur immobilier, c'est-à-dire qu'il flaire le bon terrain sur lequel construire. Et c'est vrai qu'à partir de là, il a construit un programme politique en prenant tout ce qui marchait, en fait. Et il est... mais je pense que maintenant, il n'a même pas à renouveler son discours, parce que Trump a une espèce de pouvoir magique qui fait qu'on l'écoute. Et puis, il faut bien dire aussi que la présidence Trump, même si elle a été absolument chaotique, même si les Américains avaient honte de ce qu'il présentait, enfin, une partie des Américains avaient honte de ce qu'il présentait sur la scène nationale, ça n'allait pas mal. Les 2 premières années ont même été très bonnes. Et ça n'est pas... Alors, quand on voit aujourd'hui Joe Biden dire ça va être l'effondrement de la démocratie, le pays va vers le chaos, c'est simplement que lui-même s'est trumpisé et gouverne par la peur. Parce que Donald Trump, pour tout ce qu'il dit, finalement, ne fait pas grand-chose. Jusqu'à l'élection de 2020, on peut dire qu'il a à peu près respecté les règles du jeu. Plus ou moins, plus ou moins. Il n'a jamais respecté les règles du jeu. Il n'a pas de filtre. Donc, je pense que sa méthode, c'est de scandaliser en permanence. Mais c'est d'ailleurs là-dessus qu'on peut dire que Trump est politique. C'est qu'on peut, par exemple, lui reprocher des actes politiques. Par exemple, on dit, les finances publiques, il n'a rien fait pour les finances publiques. Au contraire, à partir du moment où le Covid est arrivé, il a distribué de l'argent à tout va, même plus que n'auraient osé le faire les démocrates. Le fameux mur à la frontière, il n'a pas fait grand-chose. À la limite, Joe Biden en a fait construire 30 km, il en a fait construire 300 km sur une frontière qui en fait 3000. Donc quand vous regardez l'action de Trump, finalement, alors qu'on vous dit que le pays va basculer dans l'horreur, quel que soit le candidat qu'on choisit, ce qui, en tant qu'Américain, vous terrifie absolument. C'est un discours qui n'est plus crédible aujourd'hui. C'est pas crédible, parce qu'on voit que finalement, ça change très peu sur le plan pratique. Ne serait-ce que parce que les États-Unis ne tiennent pas à la politique et plutôt à la société civile. Je voudrais qu'on écoute une déclaration récente de Donald Trump en campagne, qui a fait beaucoup réagir, y compris son opposant principal, bien sûr, Joe Biden. Mais écoutons Trump. We got a lot of work to do. You know, when they let... I think the real number is 15, 16 million people into our country. When they do that, we got a lot of work to do. They're poisoning the blood of our country. That's what they've done. They poison mental institutions and prisons all over the world, not just in South America, not just the 3 or 4 countries that we think about, but all over the world. They're coming into our country from Africa, from Asia, all over the world. They're pouring into our country. Nobody's even looking at them. They just come in. The crime is going to be tremendous. Laurie Kenton, à la suite de ces déclarations, Joe Biden a accusé Trump de reprendre à son compte une rhétorique et une idéologie proprement nazie. Qu'est-ce qu'il faut en penser ? Il y a des échos indéniables, poisoning the blood, empoisonner le sang, ou dénoncer les ennemis comme de la vermine. Oui, il y a des échos qui sont indéniables, on peut les trouver. La question est de savoir si lui fait explicitement référence à ça, si c'est fortuit, s'il fait référence à des choses qu'il a entendues mais qu'il ne cite pas. C'est intéressant parce qu'il a dit « je n'ai pas lu Mein Kampf ». C'est-à-dire, sa défense, c'est de dire « mais chez moi, c'est naturel, je n'ai pas de référence ».
Et je ne sais pas si c'est si c'est rassurant ou si c'est pas rassurant. Mais ce qu'il faut bien garder à l'esprit, c'est que et je rejoins tout à fait Anne Toulouse là-dessus, c'est qu'il faut dissocier toujours ce qu'il dit, le bruit ambiant et ce qu'il fait. Et ce qu'il fait est généralement bien moins spectaculaire que ce qu'il dit. Donc quand on laisse la poussière retomber sur le feu d'artifice rhétorique et qu'on regarde ce qu'il fait en réalité et ce qu'il peut faire au sein des institutions, et c'est pour ça qu'il n'a jamais construit son fameux mur et qu'il n'a pas pu faire grand-chose, c'est parce qu'il a été contraint parfois par les tribunaux, parfois par la Chambre des représentants qui ne lui donnait pas d'argent, et que finalement un président tout seul, ça a beau être l'homme le plus fort du monde, ou tout ce qu'on entend tous les 4 ans, en réalité, il est très contraint par tout un environnement institutionnel qui ne va pas changer en 2025, et donc qui va continuer à le contraindre s'il est réélu. Donc la dérive autoritaire ou fascisante, ou tout ce qu'on entend, je ne vois pas trop bien comment ça pourrait être mis en œuvre dans le cadre institutionnel. Vous n'y croyez pas, vous J'attends. Pourtant, son programme repose tourne autour du mot-clé de vengeance. Absolument. Il a promis à ses Mais c'est le programme. Supporters. C'est le programme. Ce sont des mots. On ne peut pas traîner les opposants par les cheveux pour les mettre dans une espèce de Bastille américaine. C'est un état de droit, les États-Unis. Il a promis, par exemple, d'utiliser l'appareil du ministère de la Justice pour poursuivre ses opposants, y compris de Joe Biden. Il peut les poursuivre. C'est une sûre façon d'ailleurs de les ruiner, parce que quand vous voulez nuire à quelqu'un aux États-Unis, vous lui faites un procès, et quand il a fini de payer ses avocats, de toute façon, même s'il est... C'est d'arriver à Trump. C'est ce qui est en train d'arriver à Trump, d'ailleurs. Vincent Joly, là-dessus, vous voyez un programme où c'est juste... les gens vont voter pour un personnage. Moi, là-dessus, je vois qu'on recommence les mêmes choses qu'en 2015, à savoir que... C'est-à-dire que en 2015, pendant 2 ans, outre nous expliquer que Trump ne serait jamais président, CNN et tous les médias ont, à longueur d'antenne, laissé des commentaires comme ça. C'est très amusant, ça fait du bruit, il a un certain talent quand même, il faut lui reconnaître ça. On l'écoute, c'est-à-dire que là, tout le monde dit la recette du Trumpisme. Si elle était si facile, tous les hommes politiques feraient comme lui et puis il serait élu. Non, il a un talent. Mais le problème, c'est que pendant ce temps, en fait, il dit ça et on lui fait de la publicité. Ce truc de vouloir mettre en prison, utiliser l'appareil de justice américain pour mettre en prison les opposants, il dit ça surtout pour faire plaisir à sa base électorale. Mais il ne le fera pas non plus. Elle perçoit que Biden fait ça avec Trump. C'est-à-dire que c'est toujours le serpent qui se mord la queue. Vous allez dans n'importe quelle convention trumpiste aujourd'hui, c'est ça, c'est... Joe Biden fait s'acharner le système américain contre Donald Trump. Mais justement, est-ce qu'il n'y a pas un désir de revanche ? Bien sûr. De la part des électeurs de Trump, Laure Mandeville ? Peut-être, mais c'est vrai que moi je suis assez d'accord avec ce qui est dit sur le fait que Trump est en permanence dans cette espèce de surenchère quand il est en meeting. Regardez ce qui se passait pendant la campagne de 2015-2016 où il passait son temps à faire crier à l'auditoire qui était devant lui mettez Clinton devra payer pour ce qu'elle a fait avec ses fameux ordinateurs privés sur lesquels elle avait stocké des données d'État, etc. Et la foule qui criait « mettons-la en tôle ». Quand il est arrivé au pouvoir, il ne s'est pas occupé de Hillary Clinton, finalement. Donc, c'est vrai on sent bien, en fait, aussi de la part de l'autre camp, et je suis d'accord avec Vincent Joly sur le fait qu'il y a un des gros problèmes du phénomène Trump, c'est que l'autre camp a passé son temps, après l'élection de Trump, pendant sa campagne, puis après l'élection de Trump, à le présenter comme une sorte de Hitler, une sorte de résurrection du monstre, et du coup n'a pas fait le mea culpa nécessaire du Parti démocrate, qui en fait, le Trumpisme, c'est quand même la désertion par les classes populaires et la classe ouvrière des États swing comme le Michigan, l'Ohio, la Pennsylvanie, de l'électorat démocrate, des cols bleus qui sont partis parce qu'ils ne se reconnaissaient plus dans ce Parti démocrate qui a abandonné la classe ouvrière, qui s'intéresse désormais beaucoup plus à la théorie du genre, à la fluidité du genre, aux droits, etc. Mais qui a été un moteur Trump, qui l'aide. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde les chiffres, c'est très frappant de voir que, je lisais, d'abord 2 tiers des Américains ne sont pas contents du statu quo.
Oui. Et deuxièmement, vous avez une montée en puissance donc, de les classes populaires représentées, je crois, 50% du Parti démocrate. C'est 30% aujourd'hui qui votent démocrate. C'est énorme. Je dirais que c'est révolutionnaire en termes de fond en fait, politique, ce qui se passe. Et donc aujourd'hui, le Parti républicain, grâce à Trump, est devenu le parti des classes populaires. Et ce qui est très intéressant, c'est que, contrairement à 2020, Biden avait réussi à garder la jeunesse. Mais on voit aujourd'hui, je pense qu'Anne, qui est sur le terrain, le voit beaucoup plus que nous, mais on voit que les jeunes, notamment des classes populaires et pas nécessairement très éduqués, quittent Biden pour aller vers Trump, donc quittent le Parti démocrate pour aller vers Trump. C'est difficile quand on est jeune et les latinos, oui, Biden. C'est ça. Et les latinos, le taux en fait de soutien des latinos et même des jeunes hommes noirs monte de manière spectaculaire. Donc Trump, en fait, il ne faut pas oublier qu'il incarne plusieurs thèmes que les Américains continuent de considérer comme fondamentaux. La lutte contre l'immigration illégale, sur laquelle ils en veulent énormément à Biden, d'avoir justement annoncé que lui, il ferait plus du pareil, il accueillerait les gens, etc. Il y a eu ce slogan immédiat. Deuxièmement, la réindustrialisation. Ça reste son thème, je protège l'ouvrier américain, la réindustrialisation du pays, renationalisation, etc. Et deuxièmement, la question culturelle, mais beaucoup plus sur les thèmes, justement, lutte contre le wokisme, on va remettre les universités, on leur coupera les financements s'ils continuent à faire ce qu'ils font, etc., mais pas sur des questions comme l'avortement, c'est-à-dire qu'il est très au fait, il sent la population et il voit là où il peut aller. Et d'ailleurs, c'est vrai que c'est un homme qui s'est toujours complètement fichu de la question de l'avortement, par exemple. Et lui, il se moquait beaucoup plus du fait que... Et il obtient malgré tout le soutien de la droite religieuse aux États-Unis. Oui, parce qu'il leur a donné quand même des gages. Un coup de forme. Il leur a donné des gages, notamment avec son idée de se battre contre l'islam radical, les juges de la Cour suprême qu'il a nommés. Donc, il leur a donné des gages, mais ça ne veut pas dire du tout qu'il est aligné sur eux, sur évidemment sa vision du monde qui est infiniment plus proche des démocrates new-yorkais en termes de valeurs sociétales. Alors venons-en à notre deuxième point, parce que est-ce que finalement il ne risque pas, est-ce que sa campagne ne risque pas d'être court-circuitée par toutes les affaires judiciaires qu'il a sur le dos et par la décision de la Cour suprême qui doit se réunir le 8 février prochain sur la question de son immunité. Donc il y avait deux options au départ. On disait il va instrumentaliser les cours de justice, puisqu'on rappelle qu'il a au moins 4 procès avec 91 chefs d'inculpation. Il va instrumentaliser les cours de justice, il va faire campagne depuis les cours de justice. Mais est-ce qu'il ne risque pas vraiment d'être déclaré inéligible? Avant d'en venir là, je voudrais faire une petite parenthèse pour revenir sur ce que disait Laure, parce que là, nous parlons comme si tous les États-Unis, comme si nous étions ravis d'avoir à choisir entre Trump et Biden. Non, vous avez raison de souligner que... Simplement, le problème, c'est que les 3/4 des Américains, dont je fais partie, sont absolument horrifiés par il y avait hier un éditorial dans le Wall Street Journal, qui est un journal conservateur, disant mais on va quand même pas, je vais le traduire d'une façon un peu sommaire, on va quand même pas se payer ces deux-là pendant 10 mois. On est payé pour suivre cette campagne, mais c'est pas possible. Oui. Vous-même, vous avez écrit un éditorial disant que les États-Unis sont bloqués. Donc on est quand même, il faut savoir qu'il y a 30% de républicains, mais qui ne sont pas tous trumpistes, il y a 30% de démocrates, et au milieu, vous avez 30% de gens qui appellent désespérément autre chose, et je pense qu'il faudra peut-être s'intéresser... Alors, est-ce qu'ils vont être sauvés par la Cour suprême? Est-ce que finalement, vous voyez Trump aller jusqu'au bout du volet politique? Je pense que les avocats de Trump vont faire jouer la montre. Et il faut d'ailleurs, même s'il est condamné, il n'est pas inéligible. On pourrait arriver à ce spectacle extraordinaire. Si la Cour suprême dit qu'au terme du 14e amendement, section 3, qui ne peut pas être il a violé son serment fédéral, là, il peut être déclaré inéligible. Il peut être déclaré inéligible. Je n'y crois pas trop parce qu'on voit... D'abord, je ne vois pas l'intérêt des démocrates. Les 3 juges démocrates du Colorado qui ont pris cette décision doivent être honnis par l'ensemble du Parti démocrate qui ne veut qu'une chose, c'est d'avoir Trump comme opposant. Vraiment? Même maintenant qu'il est légèrement en tête dans les sondages? Non, parce que les sondages sont une chose, le vote en est une autre. Je pense que les gens vont quand même réfléchir à 2 fois avant de se dire on va se repayer ça pour 4 ans. Même ceux qui vont se dire on ne veut pas non plus de Biden parce qu'on n'aime pas son programme. C'est ça le drame de la prochaine élection américaine. Mais
Je ne pense pas que ça aille très loin. Vous voyez des grands États comme la Californie, par exemple. Le gouverneur a dit « je ne veux pas entendre parler de ça ». Le gouverneur démocrate, et qui sera peut-être candidat si Joe Biden ne l'était pas, a dit « vous allez arrêter ça, Trump, il faut le battre ». Vous voyez Nikki Haley, qui est une de ses concurrentes, disant « non, on va le battre loyalement ». De toute façon, même s'il n'était pas... La Cour suprême a bien une fonction à remplir, elle peut dire qu'il n'est pas éligible, mais qu'est-ce qui empêche aussi les gens de voter? Vous savez, il existe le write-in. Oui. Ah oui, mais s'il est inéligible, il ne peut pas être inclus en write-in. Ça fait partie du package du Colorado. Alors le problème, c'est que... Il faut peut-être expliquer au public. Le 14e amendement, la section 3 dit que si le titulaire d'une fonction fédérale qui a prêté serment sur la Constitution et de protéger la Constitution a soutenu une insurrection, pour faire court, il devient inéligible. Normalement, on ne sait pas trop comment se met en œuvre ce 14e amendement. Ça peut être le Congrès, mais là, c'est... Évidemment, la Chambre est dominée par les Républicains. Ça a été fait par des cours de justice pour un shérif au Texas. Non, ça a été fait pour les confédérés, en fait. Oui, ça a été fait après la guerre civile pour les confédérés. Donc c'est assez difficile à appliquer. Une fois que la question est posée à la Cour suprême, elle doit dire le droit, elle ne doit pas faire de politique. Et il y a un grand problème qui est double, qui est est-ce que la Cour suprême va accepter de faire abstraction de la question de savoir si elle doit juger un candidat ou pas, ou si elle doit juste juger un citoyen. Et à ce moment-là, elle ne doit pas se dire on va interférer dans une élection. Non, on juge quelqu'un qui doit être jugé. Et l'autre question, c'est de savoir, parce qu'elle risque d'avoir un petit peu peur, mais elle risque d'avoir un petit peu peur aussi du deuxième facteur qui est les conséquences. Est-ce qu'on prend une décision de justice en tant que juge en se disant je vais peut-être pas le déclarer coupable parce que sinon il va y avoir du grabuge. Donc moi, j'aimerais pas être un juge à la Cour suprême dans les semaines qui viennent parce qu'il va y avoir des décisions difficiles à prendre sans aucun éclairage du passé. Il n'y a pas de jurisprudence. Et là, on a un certain nombre de décisions qui ont été prises dans des États qui ne sont jamais unanimes, qui vont dans les deux sens. Et donc, tout est possible, mais... La seule échappatoire pour la Cour suprême, pardon, mais ça semble être ça. Ce qu'ils ont fait d'ailleurs pour l'avortement, c'est de dire c'est de la responsabilité. Les États sont libres de l'interpréter comme ils veulent. La Constitution donne aux États l'entière responsabilité de la tenue des scrutins, y compris de savoir qui est éligible ou pas, qui peut voter, quand, etc. Donc là, la Constitution, là-dessus, elle est très claire. En revanche, il y a un alinéa d'un amendement dont ils vont être saisis. Il va bien falloir qu'ils trouvent quelque chose. Il va falloir qu'ils trouvent une belle pirouette pour s'en sortir. Sachant qu'ils ont perdu énormément en crédibilité depuis un certain nombre de mois. C'était une des seules institutions qui résistait un petit peu à l'opinion. Là, ils ont énormément perdu. On a quelques graphiques à vous montrer là-dessus, parce qu'il y a un groupe de consulting américain qui fait de la synthèse souvent Regardez, le taux d'approbation des institutions, il est assez bas pour la Cour suprême, il est très bas pour le Congrès, il a beaucoup baissé pour la présidence. Est-ce que ça, l'État il y a quelques autres chiffres qu'on peut montrer aussi. Je crois qu'on a le degré de colère, le désaccord, si vous voulez, de l'opinion vis-à-vis de la tendance que suivent les États-Unis est au plus haut, apparemment, en ce moment. Donc, est-ce que l'État de l'Amérique, finalement, n'est pas propice à un retour de Trump, en faisant abstraction de ces questions judiciaires? Mais en tout cas, moi je suis d'accord avec Laurie Kenton que c'est vraiment... Les juges de la Cour suprême sont dans une situation extrêmement difficile, parce qu'effectivement, ils doivent se prononcer sur le droit, mais on est face à une question politique énorme, comme on le dit. On est face à une révolte américaine qui peut se transformer. Moi, dans mon dernier livre, je parlais presque d'une sécession mentale et politique. C'est-à-dire que, au fond, il y a une partie. Le 6 janvier, pardon, voilà, c'est quand même le 6 janvier, exactement. C'est un problème. Exactement. C'est-à-dire que on a le sentiment que peu à peu, parce que cette colère n'est pas, il n'y a pas eu de réponse politique, disons conjointe, coordonnée par les deux partis, enfin par l'ensemble du système politique après la venue de Trump, c'est-à-dire qu'il y aurait dû y avoir normalement une conversation politique qui s'engageait entre cet animal étrange qui était arrivé à la tête et une opposition qui aurait dû prendre la mesure de ce qui se passait. Or, il y a eu une sorte de levée de bouclier et de cordon sanitaire pour dire c'est Trump, su aux méchants,
silencieux au diable et du coup qui n'a pas pris en compte, je pense, la profondeur de cette révolte. Et je crois que le 6 janvier qui nous a tant fait peur, 2021 à juste titre, c'est l'expression de cette forme de sécession mentale et politique qui traverse la société et qui a pris, disons, dans ses raies, une partie de l'électorat. Pas tout, heureusement. Mais est-ce que la démocratie américaine peut laisser impunis les événements du 6 janvier 2021 ? Vincent Joly ? Oui. Enfin, il y a eu des. Est-ce que c'est pas la recette pour que ça se reproduise en pire ? Regarde, il y a un tiers des électeurs républicains qui sont persuadés que c'est quelque chose qui a été fait par le FBI. Il y a eu des centaines et des centaines. Il y a 72% des électeurs républicains qui sont prêts à passer l'éponge. Et pire, presque la moitié des électeurs indépendants. Ouais. C'est ça surtout qui est... Et comment vous expliquez ça ? Vous vivez aux États-Unis, tout le monde a été choqué de voir ce qui se passait le 6 janvier. Comment on peut passer l'éponge aussi facilement ? D'abord, on ne passe pas l'éponge parce que quand même les organisateurs ont pris 22 ans de prison. J'attends que les gens qui sont Donald attaqués... Trump fait campagne en disant qu'il faut libérer les otages du 6 janvier. Ça fait partie de... Ça fait partie de son discours vis-à-vis de son public. Mais quand vous parlez aux Américains ordinaires, disons. Vous voyez tout de suite s'ils sont de sensibilité républicaine ou démocrate. Les démocrates vous disent c'est une insurrection, les républicains vous disent c'est une émeute. La plupart des gens n'ont pas aimé ce qui s'est passé. Ça leur a fait peur. Mais vous savez, aujourd'hui, on a l'impression que vu de l'extérieur, que les États-Unis vivent dans la peur et que c'est 73% de gens qui sont mécontents, c'est dû au 6 janvier ou à la peur de la prochaine élection qui fait peur. Mais c'est plutôt ce que disait Donna Brazile, qui est une des grandes anciennes présidentes qui dirigeait le Parti démocrate et qui est maintenant et qui est le porte-parole de Biden, plus ou moins. Elle disait oui, mais enfin tout ce qu'on peut dire, les gens ils vont au supermarché, le temps d'avoir traversé le premier rayon, ils ont déjà dépensé $70. Moi je pense que c'est ça le mécontentement. Oui, c'est le fait que les gens ne peuvent plus s'acheter une maison parce que les taux d'intérêt sont trop hauts, qu'ils ne peuvent plus voyager parce que Donc le contexte est bon pour Trump. Mais là, la grande victoire, c'est celle du gouverneur du Texas. Les bus qui ont... Enfin, le gouverneur du Texas, il a rendu un service à Trump énorme. C'est-à-dire que la première campagne de Trump, c'est quoi ? C'est le mur avec le Mexique. Tout le monde lui disait « mais non, mais vous êtes complètement fou », etc. Qu'est-ce qu'a fait le gouverneur du Texas ? Les Texans avaient quand même un peu marre d'être accusés d'être des horribles personnages, etc. Donc le gouverneur du Texas, Greg Abbott, il a payé des bus et il a envoyé 60 000 migrants dans les cités sanctuaires, New York, Chicago, etc. À tel point que, alors, il les a pas tous envoyés. Il y a un pourcentage de la hausse de l'immigration à New York qui est énorme, mais il en a quand même envoyé, je crois, près de 60 000. Résultat, le maire de New York, un démocrate, a dû faire un voyage au Mexique pour dire aux Mexicains arrêtez de venir, on n'a plus les ressources, etc. Ils en sont à distribuer des flyers au Texas pour dire et le maire de New York a porté plainte contre le gouverneur du Texas. Si c'est pas une victoire quand même là, c'est quand même une estoc redoutable faite au... Un mot quand même sur les autres candidats à ces primaires républicaines. Nikki Haley, Ron DeSantis, ils ont la moindre chance à vos yeux ? C'est-à-dire avant ou après l'AVC de Trump, dans le New Hampshire, peut-être ? Sinon, non. Oui, et même... Pardon. Allez-y. Oui, Lauric. Alors, je faisais juste une boutade sur un éventuel AVC de Trump qui serait la seule façon de sortir un petit peu sans émeute, parce que s'il est envoyé en prison, s'il est inéligible... il faut être équitable, il faut aussi attendre un AVC de Joe Biden, n'est-ce pas ? Ça, c'est autre chose, évidemment. Mais non, enfin, je dis ça un petit peu sur le ton de la blague, mais c'est la seule sortie pacifique de cette histoire-là. C'est ce que j'appelle la politique gériatrique en ce moment aux États-Unis. Oui. Ils ont eu un avenir. C'est-à-dire que Ron DeSantis a eu un avenir. Au sortir des dernières midterms, la presse le considérait comme l'avenir du Parti républicain, comme Trump était fini et DeSantis était le prochain candidat. On a vu que son étoile avait pâli assez rapidement et que Trump était finalement revenu. Mais Nikki Haley, par exemple, elle est soutenue par les frères Corr, qui sont des pétroliers riches, qui lui ont donné $70 millions, apparemment via leur comité d'action politique.
Vous voyez une chance pour elle? 10%. Non, mais elle est à 10%, mais... Elle est plus haut dans le New Hampshire, et après, ça dépend de la série. On est vraiment dans une question de dynamique. On fait confiance au sondage, Trump est loin devant, il a plus de 40 points d'avance dans Oui, mais il peut y avoir... Alors, il suffirait que sur les... Parce que regardez, par exemple, en 2020, Joe Biden, parmi les candidats démocrates, a eu des scores humiliants en Iowa, en New Hampshire, et après, il a fait un deal avec la Caroline du Sud en disant « Je prends une vice-présidente noire et vous me mettez en rang l'électorat noir qui est très puissant en Caroline du Sud. » Donc, d'ailleurs, cette année, il commence par la Caroline du Sud. Bah oui, parce que c'est... Non, parce qu'il est très lié. Mais si on voit un lent grignotage de Trump, ça peut durer. Regardez ce qui s'est passé entre Barack Obama et Hillary Clinton. Ça a duré jusqu'au mois de juin. Ça, ce serait le rêve que petit à petit Trump soit battu sur le terrain. Bon, rien n'est impossible. Hein, ce qu'on dit, tant que c'est pas fini, c'est pas fini. Et Nikki Haley est quand même celle qui battrait Joe Biden et celle qu'appellent de tous leurs vœux les indépendants. Et puis, il faut pas oublier qu'il y a un troisième parti qui essaie de se constituer et qui n'entrerait en lice que si c'était un affrontement Trump et Biden. Ouais. Donc on peut avoir cette surprise qui pourrait nous amener à quelque chose d'extraordinaire, parce qu'il faut avoir la majorité des voix au collège électoral. À 2, c'est facile, on se partage le gâteau. Si on est 3, imaginez que personne n'ait les fameux 270 votes. Là, on va regretter les bons moments de la Floride ou de l'élection de Trump. Ça va être un rêve de journaliste, mais c'est certainement pas un rêve du peuple américain. C'est déjà arrivé en 92, Ross Perot qui a presque 20% des voix. Oui, mais il n'avait pas... Clinton avait atteint les 270, donc c'était fair and square. Mais enfin, il avait quand même coûté la réélection à Bush père. Et là, beaucoup de gens sont prêts à aller vers un troisième candidat. Et il pourrait y avoir une candidature de Liz Cheney qui a été une républicaine anti-Trump virulente. Alors elle a un profil intéressant parce que c'est une vraie conservatrice, républicaine avec un pédigré impeccable, sauf qu'elle est anti-Trump par excellence. Quoi. Ah oui, elle vient du Wyoming, son père a été vice-président, et elle a vraiment le pédigré parfait de la républicaine conservatrice. Elle n'est pas du tout demi-sel, vraiment tout ce qu'il faut, mais elle est anti-Trump, donc elle est honnie par la frange trumpiste du parti républicain, et elle est prête, en gros, à dynamiter la candidature trumpiste en se présentant comme indépendante et pas comme républicaine. Et parce qu'elle n'aurait aucune chance comme républicaine. Ah non, bien sûr, mais même comme indépendante, elle n'a aucune chance. L'idée, c'est comme l'avait fait un mormon de l'Utah, c'était de siphonner quelques milliers de voix ici et là pour que, comparativement, Biden soit devant et pas 5000 voix derrière. Et ça ne servirait qu'à ça. Oui, mais une troisième candidature, en fait, ce serait un ticket qui serait un démorate et un républicain. Ça, c'est le no labels, oui. C'est le no labels. D'accord. Et ça, c'est avec un peu Joe Lieberman, des gens qui refusent ce remake de 2016. Oui. D'accord. On va passer à notre troisième point, parce que, admettons que Donald Trump soit élu, quel type de politique, à la fois intérieure et extérieure, mettrait-il en place? Alors, il y a un projet qui s'appelle le projet 2025. Vous avez peut-être jeté un œil les uns et les autres là-dessus. Qu'en pensez-vous, Laurie Kenton? Il ne l'a pas approuvé explicitement, Trump. Ce sont des think tanks qui travaillent pour lui sur ce qu'il faudrait faire s'il est réélu. Voilà, et qui propose un certain nombre de réformes qui sont plus ou moins réalistes et qui sont plus ou moins viables dans le cadre des institutions. C'est-à-dire une mise au pas de l'administration avec l'embauche systématique de gens ultra loyaux. Oui, alors il faut dire que d'habitude, quand il y a un changement d'administration, il y a environ 4000 fonctionnaires à Washington qui perdent leur job. Là, il serait question d'en changer 50 000. Ouais, beaucoup plus, y compris des gens qui, comme dans les ministères en France, ne changent pas à chaque remaniement ou à chaque changement de majorité, des gens qui sont en poste fixe. Et là, l'idée, ce serait de changer leur statut pour pouvoir les virer et pouvoir mettre des gens ultra loyaux pour que les décisions de l'exécutif puissent être mises en œuvre, ce qui a un petit peu péché au premier Il n'y aurait pas de problème légal avec ça ou...
L'administration, enfin l'administration Biden fait ce qu'il veut là-dessus. Oui et non, c'est-à-dire que la présidence Biden est en train de faire en sorte, et le Congrès sont en train de faire en sorte de prévenir ce genre de dérive. On parlera peut-être de politique étrangère tout à l'heure. Oui. Même chose avec l'OTAN. Il y a une forme de cadenassage de l'intérieur qui est en gros dans la perspective d'une présidence Trump pour éviter qu'il casse tout. Oui. L'obsession de Trump, c'est d'être entouré de gens loyaux, désormais. Oui, puis il y a aussi, alors là où le pays le suit plus ou moins, c'est que les fonctionnaires américains sont pléthoriques. Quand vous regardez, ne serait-ce que les abords du Congrès, Washington, c'est une ville de fonctionnaires, littéralement. Et puis vous avez les fonctionnaires des États, en plus. Donc, et ces fonctionnaires ne démontrent pas toujours un zèle extraordinaire, parce que vous savez combien c'est difficile de faire la moindre démarche aux États-Unis. Donc, de ce côté-là, il y aurait peut-être une logique, mais je pense que c'est surtout la vengeance de Donald Trump, comme il appelle Deep State, puisque la plupart de ces fonctionnaires, oui c'est ça, c'est cette espèce de conspiration qui fait que les décisions présidentielles s'enlisent dans le marécage de la fonction publique. Sans doute, ça le fait involontairement parce que ça ne marche pas très vite et pas très bien, et puis il y a certainement une hostilité des fonctionnaires contre les républicains. Ça, alors on nous dit que cette fois-ci, contrairement à 2016, il n'y aura plus d'adultes dans la pièce. C'était l'expression pour désigner tous les généraux dont Trump s'était entouré en 2016-2017, au début de sa présidence, et qui l'ont, dit-on, à maintes reprises recadré, empêché de faire voler en éclats pas mal de choses, bien que finalement il est bien cassé pas mal d'accords internationaux, etc. Plus d'adultes dans la pièce, c'est comme ça que vous envisagez une deuxième présidence de Trump? Je ne peux pas prédire quoi que ce soit. En revanche, une chose est sûre, c'est que quand on regarde, parce qu'on oublie, mais les Américains vont voter pour un président, ils vont aussi voter pour un tiers du Sénat. Ouais. Et là, pour le coup, ce qui est quasiment sûr, c'est que il est très très improbable que les démocrates puissent retenir la très faible majorité qu'ils ont au Sénat. À savoir que dans tous les États où va se jouer cette élection sénatoriale, qui est vraiment cruciale pour le président qui va rentrer, le hasard du calendrier fait que dans deux des poids lourds des démocrates choisissent de ne pas se représenter. Or, dans des États où la réélection d'un sénateur démocrate n'est pas du tout assurée, et sur les sièges que les démocrates pourraient essayer de conquérir, entre guillemets, on a deux énormes poids lourds qui sont Ted Cruz au Texas et Rick Scott en Floride, qui, eux, ne bougeront pas. En tout cas, je ne pense pas. Donc, en tout cas, ce qui va être intéressant, c'est que si Joe Biden ou le candidat démocrate, il va avoir un Sénat qui ne lui est pas favorable, même avec la voix du vice-président qui, en cas de 50-50, peut délibérer. Et si Donald Trump ou un républicain est élu, il aura en plus avec lui un Sénat pour marcher dans la même direction que lui. Laure Mandeville, un deuxième mandat de Trump, est-ce que vous voyez un président unleashed, comme on dit, débridé, entouré uniquement de loyalistes qui lui disent qu'il a raison et qu'il faut y aller? Est-ce que ce sera quelqu'un qui voudra vraiment, je ne dis pas casser le système, mais changer le système? Le système, je ne sais pas, mais c'est vrai que moi, ce que j'avais cru comprendre en 2021, j'avais fait un tour à Washington et je me souviens, j'avais rencontré toute une série de jeunes conservateurs qui venaient de la Claremont, de ces instituts assez conservateurs. Et ce qu'il disait, nous allons préparer la prochaine administration Trump. Et pour cela, il faut former des gens. Il ne faut pas qu'on se retrouve avec une administration où personne ne voulait y aller, qu'il s'est retrouvé, c'est vrai, quand il est arrivé, avec des difficultés à former ses équipes parce que beaucoup des gens compétents qui attendaient leur tour dans les think tanks étaient en fait des never Trumpers. C'était des gens qui ne voulaient pas de Trump, qui ont refusé d'y aller, notamment pour les élites de sécurité nationale, etc. Et donc on lui prendra pas de foi. L'idée était de constituer une sorte de vivier de gens compétents, en fait, mais partageant un credo plutôt conservateur et qui aurait pu arriver aux affaires. Donc ça, il y avait clairement une organisation même qui était en train de se mettre en place. Oui. Ce qu'il faut voir, c'est
d'abord, est-ce que cela contribuera à faire de Trump un manager plus efficace, parce que quand même ce qui semble avoir aussi dominé en dehors de ses intuitions parfois pas mauvaises d'ailleurs sur des gros sujets comme la Chine, etc., c'est que au fond il n'avait pas, il a été beaucoup accusé de ne pas avoir, par exemple par rapport à la période Reagan, une administration avec des gens suffisamment compétents, avec des épaules suffisamment larges pour créer un plan d'action et un plan de justement une sorte de vraie gestion politique. Il va le faire, ça, alors, je ne sais pas. Et la question, c'est qu'est-ce que ça veut dire en termes de, justement, son rapport avec les institutions? C'est-à-dire, est-ce que ça va donner quelque chose de classique ou est-ce qu'au contraire, il peut se lancer dans des choses... Alors, évidemment, la grande question que nous posons, c'est la question de la politique étrangère. Parce que le problème, c'est qu'effectivement, cet homme menace de revenir aux affaires dans un contexte géopolitique extrêmement menaçant, extrêmement hautement, je dirais, dangereux, et pour lequel on a besoin plus que des foucades irraisonnées de Trump vis-à-vis de la Corée du Nord ou de Poutine. Exemplaires de la presse anglo-saxonne, des journaux comme The Atlantic, même The Economist, qui affichent leur peur, en fait, d'un retour de Trump. Dans The Atlantic, qui fait sa cover ce mois-ci sur « If Trump wins », c'est-à-dire si Trump gagne, il y a notamment un article de Anne Applebaum sur « Il va casser l'OTAN ». Est-ce que vous attendez à ce que... évidemment, il ne va pas casser l'OTAN, il va retirer les États-Unis de l'OTAN. Est-ce qu'il va vraiment le faire? Il ne peut pas. Il ne peut pas. Pourquoi? Alors, il y a eu un phénomène assez rare aux États-Unis, c'est une loi bipartisane. Il y en a quand même assez peu, on peut en parler. En mi-décembre, le Sénat et la Chambre se sont mis d'accord des deux côtés pour faire passer une loi qui interdit au président, quel qu'il soit, mais bon, suivez mon regard, de désengager le pays unilatéralement de l'OTAN sans l'accord du Congrès. Et je crois que c'est deux tiers du Sénat. Donc c'est impossible. Donc c'est verrouillé. Et il ne peut commencer à envisager à le faire qu'en prévenant 180 jours, donc une demi-année avant. Donc en gros, ils ont commencé... Il suffit d'une parole présidentielle disant, moi l'article 5, vous savez, regardez, il n'est pas si automatique que ça, et d'un coup de fil à Vladimir Poutine pour lui dire, écoute, moi l'Ukraine, ça ne m'intéresse pas, et d'une décision déjà prise par les Républicains d'arrêter de fournir de l'aide. Donc il y a quand même plein de moyens de neutraliser une alliance militaire. Alors, il y a des moyens de le faire, d'autant que ça a déjà plus ou moins été fait. En 2014, ça a l'air tellement loin, ça ne fait que 10 ans. Obama décide que la Crimée, c'est la zone d'influence russe. Ce n'est pas un endroit où il y a des intérêts vitaux pour les États-Unis. Et donc, comme on est dans un esprit de désengagement militaire avec l'Irak, l'Afghanistan, tout ça commence à peser sur l'opinion, il décide qu'il n'y aura pas d'intervention américaine. Et Trump est dans la continuité d'Obama là-dessus, sur le désengagement, alors que Clinton, qui est aussi une démocrate, elle est beaucoup plus interventionniste. Donc là, on a, en fait, il ne faut pas raisonner en termes de parti. Anne Toulouse, les Américains ont l'air quand même assez préoccupés dans les sondages par la situation internationale. Ils sont préoccupés par la situation internationale, ils ont peur de la Chine, ils ont peur de la Corée du Nord. Et je pense que l'Américain moyen, enfin certains se disent, mais attendez, du temps de Trump, on n'avait pas toutes ces guerres, on n'avait pas tout cet argent qu'on distribue. On le voit même dans les rangs démocrates, notamment parmi le caucus noir, c'est-à-dire le groupe des afro-américains au Congrès, disant, mais attendez, pourquoi vous dépensez tout cet argent sur ces gens alors que nous, on a des écoles qui ne fonctionnent pas. Donc il y a dans l'opinion publique une lassitude, même si on sait intellectuellement, surtout vis-à-vis de la guerre en Israël, qu'il y a un devoir des États-Unis. En même temps, vous avez ce sentiment que l'argent serait sans doute mieux employé ailleurs. Ce qui fait peur et que ça distrait d'ailleurs de la menace de la Chine et de la Corée du Nord, qui a dû être alimentée ces derniers jours d'ailleurs.
Et c'est exactement ce qu'on disait à l'époque d'Obama, c'est-à-dire que les mêmes démocrates au Congrès disaient qu'il vaudrait mieux dépenser de l'argent à Baltimore qu'à Bagdad et à Kansas City qu'à Kandahar. Oui, ça c'est un vieux prisme américain, voilà, Mandeville. Oui, mais je pense qu'il y a vraiment deux éléments qui sont un peu contradictoires, qui sont présents pour cette partie de la question et du débat. Le premier, c'est d'un côté, effectivement, cette tendance de fond à se replier, à se recentrer sur les questions de reconstruction de la nation. Et c'est vrai que c'est très présent chez les Trumpistes, c'est très présent sur la gauche du Parti démocrate. Donc ça, c'est une chose. Et ça fait évidemment très peur à l'OTAN, à l'Europe centrale et orientale, aux Ukrainiens, à tous ceux qui ont besoin, en fait, du leadership américain pour sentir qu'ils ne vont pas se retrouver complètement abandonnés face à la montée d'une Russie, par exemple, hyper agressive, ou une Chine potentiellement aussi, guerrière. Mais il y a aussi le fait que les États-Unis, souvent, peuvent changer très très vite, et que même Trump lui-même peut se retourner complètement. C'est-à-dire c'est un homme qui est imprévisible de ce point de vue, parce qu'il peut défendre l'idée nous allons nous recentrer sur nous-mêmes, etc. Mais s'il y a une attaque ou quelque chose, tout d'un coup il a le sentiment que l'Amérique peut se retrouver en situation affaiblie, il peut changer. Il a ce sentiment vis-à-vis de la Chine, il a une politique très agressive de tout le temps vis-à-vis de la Chine. Est-ce que ça peut aller jusqu'à un affrontement? Il n'est pas, disons, isolationniste sur tous les sujets, et donc ça veut dire... Il n'est pas belliciste non plus. S'il comprend que, par exemple, l'alliance de la Russie et de la Chine devient quelque chose d'extrêmement dangereux, et qu'il voit que la Russie, d'une certaine manière, devient l'élément moteur de cette alliance, dans un sens agressif, peut-être qu'il finira par changer d'avis. Donc là, je crois qu'il utilise cet argument aujourd'hui, parce qu'il a le sentiment que ça l'aide vis-à-vis de son électorat face à Biden, et qu'il peut présenter Biden comme quelqu'un qui est incapable de défendre les intérêts des États-Unis. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a aussi, au sein de la population américaine, une ADN quand même, malgré tout, qui est liée au reste du monde, et que les Américains profondément comprennent, ou peut-être finiront par comprendre, que leur prospérité économique, à laquelle ils sont tellement attachés, est liée aussi à leur position dans le monde. Et que s'ils lâchent... Qu'ils vont prendre conscience de l'enjeu stratégique de la guerre en Ukraine. Tout à fait, que c'est un enjeu stratégique. Oui, et c'est même plus que quelque chose de stratégique, c'est l'orgueil national. Ils vous disent toujours, on dit toujours que c'est la plus grande puissance du monde, que c'est le plus bel endroit du monde. Vous savez, et le modèle de démocratie. Oui, et le modèle de démocratie. Et ils pensent d'ailleurs l'avoir inventé, sincèrement. Oui. Donc, faut leur rappeler qu'il y avait les Grecs. Donc c'est vrai que c'est plus un sentiment d'orgueil national, et avec quand même cette espèce de ressentiment contre le reste du monde qui n'arrête pas de déclarer des guerres pour qu'ils aillent y mettre de l'ordre. Il nous reste 50 secondes, on fait un quiz en tour de table. Est-ce que vous pensez, Vincent Joly, que Donald Trump sera élu en novembre? Votre pari? Que c'est possible, oui. C'est possible. Laurie Kenton? C'est très possible. C'est très possible. Anne, je ne l'exclus pas du tout non plus. Je ne l'exclus pas du tout. Alors Anne moi, Toulouse. Je vais rester dans la même veine, ça peut arriver. Merci à tous pour ce pronostic extrêmement courageux et unanime. Merci beaucoup pour